Bonjour et bienvenue sur le podcast Parcours de vie, le Sud-Ouest dans le cœur. Je m'appelle Véronique Dufour et je suis profondément attachée au Sud-Ouest et à ses habitants. Avec ce programme, j'ai souhaité partir à la rencontre de personnalités de notre territoire. Artisans, sportifs, chefs d'entreprise, artistes ou citoyens, ils sont inspirants, talentueux et remarquables. Leur dénominateur commun, être originaire du Sud-Ouest ou y avoir posé leurs valises. Durant cette conversation, chaque personnalité pourra se présenter, détailler son parcours, expliquer son attachement au Sud-Ouest et surtout, donner envie aux auditeurs de croire en leurs rêves. Il s'agit d'un podcast indépendant et autofinancé, alors n'hésitez pas à donner une note et à le partager autour de vous. Belle découverte! Le podcast n'a jamais aussi bien porté son nom qu'avec ce nouvel épisode consacré à Maxime Cabane, para-athlète originaire du Pays Basque. À 18 ans, un accident a changé sa vie, mais grâce à son mental, sa résilience et son entourage, il a su transformer cette trajectoire. La découverte du surf a été un déclic pour ce passionné de sport qui a remporté de nombreux titres individuels et les mondiaux de surf à 2 reprises avec l'équipe de France. Maxime se distingue également en rugby fauteuil et parapelote. Engagé auprès des fédérations sportives, il souhaite promouvoir le parasport, sensibiliser le grand public et accompagner les para-athlètes. Dans ce parcours, une personne a joué un rôle déterminant, Michel Garcia. Ce soignant, devenu son ami, l'a filmé pendant plus de 10 ans. Pour clore ce chapitre et fêter leur amitié, le binôme a réalisé il y a quelques mois une expédition en Norvège sur la calotte glaciaire. Une performance incroyable malgré les conditions. Le film retraçant cette histoire sera prochainement disponible. Maxime Cabane est animé au quotidien par une énergie communicative, alors découvrez sans attendre cette personnalité hors du commun. Bonjour Maxime. Salut Véronique. Ça va ? Ça va super. Ouais, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui. On est ici à Bayonne. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter avec tes propres mots, comme si c'était la première fois que tu rencontrais quelqu'un et que tu dois expliquer qui tu es en quelques mots. Ok, écoute, Maxime Cabane, 32 ans bientôt. Du coup originaire du Pays Basque depuis ma naissance. Je suis né à Saint-Palais, j'ai vécu à l'Arcevo, un petit village non loin de Saint-Jean-Pied-de-Port pour pouvoir bien situer pour les gens qui ne connaissent pas. Donc au cœur des montagnes et des rivières. J'ai eu une enfance classique, adolescence classique. Jusqu'au jour de mes 18 ans où j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a coûté l'usage de mes jambes. J'étais sportif avant, comme tout basque on va dire, de la course, du vélo, du rugby, de la pelote évidemment, un peu de foot aussi. Donc j'étais hyper actif. Et donc j'ai eu ce grave accident et donc ça en est suivi un parcours de une opération rééducation, et donc j'ai redécouvert le sport par la suite, et après c'est un peu parti en vrille parce que j'en ai fait plein et je raconterai tout en détail après. Et ensuite j'ai redécouvert tout ça et redécouvert la vie, on va dire. Alors, tu as redécouvert la vie et tu as redécouvert le sport et tu le pratiques à fond, et on va en parler plus en détail. Mais il y a une rencontre qui a été un peu déterminante dans ta découverte ou ta redécouverte du sport. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je pense que tu parles de Michel Garcia. Ouais, tout à fait. Michel Garcia, oui, qui a été impactant dans ma vie forcément parce que c'est un de mes rééducateurs, De Cambo, c'est ça? De Cambo, du centre Marignac, Cambo-les-Bains. Il faut dire que tout le personnel soignant et tous les rééducateurs ont été impactants pour moi parce qu'ils ont été d'une aide incroyable et d'un soutien incroyable. Et Michel, plus particulièrement par rapport au sport. Alors j'ai fait mon têtu parce que je suis très têtu, je suis taureau. J'étais très têtu au début, alors parce qu'il faut savoir que je suis resté la première fois 7 mois et demi au centre de rééducation après l'accident. Et donc il y a plusieurs phases, il y a le deuil, il y a plein de phases par lesquelles on passe, l'acceptation aussi. Et donc j'étais jeune, j'avais 18 ans. Ouais,
J'imagine que, c'est la plus belle année de ta vie. Moi, ça a été la pire. Ouais. Au final, voilà. Mais bon, j'ai eu beaucoup de soutien de la part du personnel soignant, de mes amis qui m'ont pas abandonné, de ma famille, ma famille proche, on va dire. Ouais. Voilà, donc je les ai triés. Et aussi de ma copine de l'époque. Voilà, tout ce monde-là. Ça t'a porté, en fait. Exactement, ça m'a porté cet entourage-là qui a été très présent et qui m'a donné beaucoup de morale. Parce que c'est hyper important dans la récupération, le moral et psychologiquement c'est hyper important aussi. Et après j'ai eu la chance aussi d'avoir une belle capacité de résilience, d'adaptation également, et un mental que je soupçonnais pas. C'est dans les épreuves qu'on se rend compte qu'on a des ressources insoupçonnées. Exactement, et ça on peut pas savoir qu'on l'a en soi en fait, parce qu'on pense forcément pas avoir un accident ou un drame comme ça dans sa vie. Et moi je me suis découvert cette capacité là, et bien heureusement je l'ai eu, et je considère ça comme une chance, parce que j'ai vu d'autres personnes en rééducation autour de moi, parce que j'étais dans le secteur blessé médulaire, donc tout ce qui touche à la moelle épinière et même au cerveau. Donc c'est compliqué comme secteur là. Puis voilà, j'ai vu des gens se faire abandonner par leurs amis. Et c'est une réalité ça aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas de tout ça, mais on est toujours seul face à ce genre d'épreuve, même si on a l'entourage, la famille, mais il y a des gens qui se retrouvent quand même extrêmement seuls et qui sont dépourvus. Et tu parlais du mental et de l'entourage qui est capital. Toi, tu as eu cette chance-là? J'ai eu énormément de chance dans ce malheur-là, et puis c'est là où tu découvres vraiment les personnes qui t'entourent et qui t'aiment vraiment, on va dire. Et donc ouais, j'ai vu des gens en fait être énormément accompagnés au début, puis de plus en plus délaissés, même par leur conjoint ou conjointe, et ça c'est hyper compliqué quoi. Et moi j'ai vraiment eu cette chance là, et je m'en suis rendu compte aussi que j'étais extrêmement bien entouré. Pour en revenir à l'essentiel, à Michel, lui donc c'était pas mon rééducateur de base en fait, c'était un autre rééducateur que j'avais qui gérait les blessés médulaires. Et donc Michel en fait gérait tout ce qui était, je crois, amputation, blessé du dos, etc. Et je le croisais donc dans la salle de son collègue. Ils avaient la même salle, et toujours souriant, enjoué, et à dire des conneries, à déconner. Et Michel, je l'avais en fait quand mon rééducateur d'activité physique adaptée partait en vacances. Ok. Et donc je l'avais pour 10 pour une semaine ou 2 semaines quoi d'affilée. Et à chaque fois il me préparait des programmes pour me surpasser et tout. Il sentait qu'il y avait un truc qu'il fallait activer. Ouais, mais je pense qu'il était comme ça avec tout le monde. Et moi j'accrochais vachement, donc je poursuivais énormément avec lui, et on me proposait de faire des sorties sportives avec dans le village à Cambo, pour aller au gymnase et faire du sport en fauteuil et tout. Et moi, têtu comme une mule, j'étais là, non, je vais pas aller faire du sport en fauteuil, les gars, c'est nul, ça existe pas, je n'y connaissais rien en fait, c'était peut-être la peur de l'inconnu, et voilà, et des préjugés complètement débiles. Le truc, c'est qu'au bout de 5 mois, à tourner en rond dans le centre, je me suis dit, je vais peut-être changer mon quotidien, en fait. Et je vais peut-être aller au centre du village, faire leur sport en fauteuil, là. On va tester. Ouais, fallait aller voir, quoi. Et voilà. Et donc, c'est Michel qui organisait tout ça, en fait. Et donc, avec plusieurs patients, pas que des blessés médulaires, d'autres blessés du dos aussi. Et donc, donc tu rencontres aussi d'autres personnes, c'était génial. Et il nous faisait faire des trucs de base, tu vois, des tours de terrain avec des plots chronométrés. Ouais, parce que c'est quand même hyper particulier, quoi. Enfin, je veux dire, au-delà du fait que t'es en fauteuil, il faut tout réapprendre, en fait, quand tu veux faire du sport en fauteuil. Enfin, mais tu fais du sport différemment. Et j'avais une maîtrise du fauteuil de ville déjà, au bout de 5 mois, parce que tu commences à maîtriser un petit peu ton fauteuil. Et dans le fauteuil de sport, en fait, il faut savoir que c'est plus stable, parce que t'as des roues derrière pour pas tomber, et les roues sont inclinées, donc tu vas plus vite, tu tournes plus vite, et en fait tu redécouvres un peu plus de liberté en étant quand même en fauteuil. Donc ça c'était génial, et donc je me suis pris au jeu bêtement, à faire des chronos, à essayer de faire le meilleur temps. On faisait du frisbee, de l'ultimate, du badminton, du basket et tout ça, et en fait je m'amusais avec les autres patients. Et j'ai redécouvert le sport petit à petit comme ça. Ouais, ça a été quand même un cheminement, j'imagine, où t'as adhéré assez vite en fait. J'ai adhéré assez vite parce qu'en fait, moi j'ai besoin de m'amuser. Ouais. Et l'amusement, après, t'as le sport et la compète qui vient. Et rien que le fait de m'amuser, en fait, c'est hyper important pour moi. Donc j'ai accroché directement, en fait. Parce qu'on rigolait, on s'amusait. Et ça changeait du quotidien du centre, tu vois. J'étais bien au centre, hein, mais voilà, c'était une petite parenthèse, on va dire. Et donc j'ai réappris à faire du sport tout en m'amusant comme ça, pour commencer. Et après, j'ai continué mon parcours de rééduc. Au bout de 7 mois et demi, donc je suis sorti de rééduc. Et il faut savoir qu'en rééducation, là c'était sport amusement handisport.
Et tu fais de la kiné et tu fais de l'APA, donc tu fais de la muscu tous les jours, on va dire, du sport tous les jours. Pour renforcer en fonction de ton handicap. Renforcer, voilà. Et inévitablement, ça t'entretient physiquement. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais je vais grossir vu que je suis en fauteuil. Parce que forcément, t'as un nouveau corps. Et donc, il faut se réadapter à ce nouveau corps et faire avec. Donc, je me suis acheté un banc de muscu par peur de grossir. Ah ouais, t'as redémarré comme ça, à la maison j'ai redémarré comme ça. Donc, j'ai fait de la muscu à fond. Bon, et en fait, j'ai capté que j'allais pas grossir parce que j'ai pas une morphologie à prendre trop de poids, donc ça a été. Mais j'ai continué le sport parce que j'adorais ça. Ça, c'était en 2012. Ouais. J'ai rencontré un kiné qui m'a refait progresser au niveau de la force de mes jambes, parce qu'il faut savoir, je suis paraplégique mais incomplet, donc je peux bouger mes jambes, j'ai un peu de force dans les cuisses, mais il me manque tout ce qui est muscle de la taille, on va dire. Moyen fessier et tout, c'est ce qui tient le haut du corps. Okay. Donc les muscles de la ceinture et du bassin, mon bassin ne tient pas, donc c'est pour ça que je peux pas remarcher en fait. Okay. Donc voilà, c'est des muscles qui servent à tenir en statique quand on est valide. Ouais. C'est des petits muscles mais qui sont hyper importants au final pour la vie de tous les jours, quoi. J'ai continué avec ce kiné en libéral à prendre de la force dans les cuisses, et je me suis dit je vais contacter le centre pour repartir en révision entre guillemets et voir si je peux récupérer de la force dans les jambes pour peut-être essayer de sortir avec des béquilles ou autre, quoi. Ah ouais, t'avais quand même un objectif. Ouais, voilà, un objectif sans avoir d'objectif, parce que le jour de l'accident, quand j'étais au fond du ravin, j'ai compris que j'allais pas remarcher en fait. Tu le savais? Je l'ai limite accepté, mais je voulais pas qu'on me le dise. Donc c'est hyper contradictoire, mais c'était un peu ça, quoi. Je suis reparti en septembre 2013 en rééducation. Ouais. Et là pour reprogresser, et sauf qu'en septembre 2013 le centre organisait sa première sortie extra-sportive, vraiment, mais pas dans le village, mais vraiment avec une discipline à part entière. Et cette première discipline, c'était le surf, le parasurf, le handisurf, quoi, à l'époque. Et là je me suis dit c'est génial. Suite t'as eu envie de tester, quoi. De suite, parce que j'ai envie de tout tester déjà, et j'adore l'eau, et j'ai toujours voulu surfer. Et t'avais jamais eu l'occasion précédemment J'ai jamais eu l'occasion parce que j'habitais à 1h30 de l'océan, enfin une heure d'Anglet, quoi. Et j'allais tout le temps en Hendaye quand j'étais petit, donc 1h30 d'Hendaye. Et j'ai un cousin qui surfait, qui est d'Hendaye, et qui a fait pas mal de compètes dans le monde. Mais j'ai jamais eu l'occasion de surfer avec lui. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, ça va être génial et tout. Et malheureusement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un problème sur la route avec le transporteur qui a été bloqué par une manif ou je sais pas quoi. Donc sortie annulée parce qu'avec les créneaux de l'école qu'on avait réservés, ça correspondait plus du coup. Ouais. Et donc je crois que c'était 1 semaine ou 2 semaines après qu'on a pu le faire finalement. Et il y avait des grosses conditions de vague pour nous débutants handisurfeurs. Ouais, j'imagine. Enfin, et de façon générale, quand t'es débutant, tout te semble très gros. Mais non, mais moi ça allait, j'avais pas peur, mais ça paraissait quand même assez gros pour débuter. C'était la première sortie avec le centre, donc il y avait des appréhensions pour tout le monde, les encadrants, les profs et tout. Et donc on était avec l'école de surf Léna, la première école de surf labellisée Handisurf. Ouais, donc c'était incroyable. On était avec Mathieu, Julien et Baptiste qui nous ont encadrés, et des potes à eux qui sont venus bénévolement pour encadrer la séance. Donc on était hyper en sécurité, il y avait tellement de monde autour de nous que c'était génial. Et j'ai commencé du coup à surfer avec un paddle, donc une énorme planche. Donc voilà, j'étais hyper stable allongé. J'ai de suite essayé de me mettre à genoux. De suite. Ouais. Pour avoir les sensations différentes. Quelques vagues allongées, après vite des vagues à genoux, et après je crois qu'on a rétréci un peu la planche. Ouais. Et je me suis dit après la séance, j'ai tellement adoré, je me suis dit il faut pas que tu lâches. Si tu lâches, le temps va passer et tu vas plus en refaire. Et je suis reparti, je crois, quelques semaines après avec un patient avec qui j'ai tissé des liens extrêmement forts au centre, voilà, qui est devenu comme un grand frère, et on est repartis les deux, quoi. Et on a poursuivi, et puis voilà, et ça c'était en 2013, 2014, et voilà, 2025 aujourd'hui. Tu continues Je continue, je suis à mes 7e mondiaux. J'ai fait des compètes à droite à gauche dans le monde, et voilà, ramassé quelques titres. Et, quelques titres, t'es modeste. Et c'est ça qui m'a fait devenir compétiteur, et qui m'a forgé aussi ce mental de compétiteur. J'avais ce mental de la vie pour recroquer la vie en étant handi, et le surf, je pense, ça m'a forgé ce mental de compétiteur pour aller chercher des titres, et voilà, quoi. Parce qu'au départ t'étais pas du tout dans l'idée, c'était sport plaisir ce que tu disais, mais vite t'as été pris au jeu de la compétition en fait. Mais exactement, c'est sport plaisir. Puis c'est en 2014 qu'on m'a dit il y aura les mondiaux de parasurf en Californie. Alors c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'un gars de l'Arcevo va aller faire en Californie, il y a d'autres gars bien plus compétents et tout. Et au final non, on a fait première compète de surf, ça a été des sélections équipe de France, donc on a tout fait le circuit à l'envers nous. Normalement tu commences par les départs
départementaux, les régionaux, les France, etc. Nous, on a fait tout à l'envers. Sélection France, du coup, ça s'est bien passé. C'était en avril-mai 2015. Alors moi, après, on a le résultat. Bon, mais c'est bon, t'es pris, tu vas en Californie. Je dis, mais c'est énorme et tout. Incroyable. Donc, première recherche de sponsor pour pouvoir se payer le billet et tout. Ouais, là, tu rentres dans une autre logique. Là, tu commences à rentrer vraiment dans le circuit, dans le game de tout ce qui est... Tu passes un cap, quoi, quand même, parce que... Ah, mais tu passes complètement un cap, ouais. Et t'es pas préparé, forcément, à... T'es pas préparé, non. T'es pas du tout sportif de haut niveau, déjà. Et puis, tu fais tes premiers mondiaux. Tu prends surtout ça comme un beau voyage, quoi, que tu vas faire à l'autre bout du monde. Surtout que j'avais jamais pris l'avion à 22 ans. Ouais. Donc, voilà, première fois que je prends l'avion, c'est pour aller en Californie. Ça passe du tout au rien. Donc, c'est quand même incroyable, quoi. Et donc voilà, tout se fait. Puis septembre 2015, on se retrouve en Californie avec 18 autres nations ou 15 autres nations, je sais plus trop, premier mondiaux. Et puis c'était une compète sans être une compète parce que voilà, c'était carrément la foire au jambon avec les catégories. Moi, je surfais contre des aveugles. Voilà. C'était pas aussi cadré que ça l'est aujourd'hui, non, en fait. Pas du tout aussi structuré parce que voilà, c'était une première ébauche, on va dire, mais il fallait la faire et c'était génial et ça a créé une énorme émulation tout autour de cet événement et puis de rencontres avec les autres nations et puis ça a créé une communauté de parasurfeurs depuis cet événement-là et puis ça a pas lâché depuis et c'est cool parce que c'est un sport hyper inclusif parce que l'eau déjà, t'es loin du fauteuil, quel que soit ton handicap, t'es forcément bien dans l'eau parce que dans l'eau salée, c'est extrêmement bon pour la santé et puis ça rend tout le monde égaux. Donc c'est extrêmement inclusif. Maintenant il y a 8 catégories hommes, 8 catégories femmes. D'accord. Donc voilà, c'est hyper inclusif et pour le handicap mental c'est hyper important aussi. Pour tout ce qui est maladie chronique, l'eau ça a que des vertus en fait. Et ça a que des vertus, c'est génial. Et on trouve dommage d'ailleurs qu'on soit pas inclus dans les Jeux paralympiques de 2028. Je voulais t'en parler parce que j'ai vu, enfin la décision est tombée il y a quelques mois, mais en fait le surf ne l'est pas comme discipline olympique au JO de Los Angeles. Oui, en olympique, mais le parasurf n'est pas en paralympique. Donc c'est hyper contradictoire. Alors que c'est un sport hyper inclusif et qui est bon pour la santé. Ils ont mis le para-escalade qui a le droit d'y être aussi. Bien sûr. Mais voilà. C'est étonnant quand même pour Los Angeles qu'ils aient pas... C'est le berceau du surf. C'est ça. Sachant que les 2 derniers mondiaux qu'on a fait étaient en Californie, à Huntington Beach, là où auront lieu les épreuves de surf en olympique. Donc c'est totalement contradictoire en fait. Et c'est hyper bizarre. Donc j'ai pas envie d'aller chercher le pourquoi du comment trop, mais bon, c'est des décisions politiques, je pense, et ça fait pas bon ménage avec le sport, je trouve. Bien que il faut de la politique pour tout ce qui est grand événement sportif comme ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est embêtant, mais bon, j'ai tellement d'autres projets et tout que bon, si je fais pas les JO dans ma vie, c'est pas grave, mais si je les fais, tant mieux. Voilà, je préfère prendre la vie comme elle vient, comme ça. Sinon, si tu t'attaches qu'à ça, tu fais plus rien, quoi. Donc voilà. Donc la salle et les JO, voilà, dans un petit coin de la tête, pas complètement abandonné. 2032, c'est Brisbane, c'est ça? À Brisbane. D'ailleurs, notre première championne du monde, Laurie Phipps, qui a été la première championne du monde en individuel en parasurf en 2023, elle est d'origine australienne. D'accord. Donc Brisbane, c'est en Australie en 2032. Elle a rencontré l'ambassade d'Australie, je crois à Paris, en 2024, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle a parlé de ça. Ok. Voilà, elle a fait la promo du parasurf pour Brisbane. Ouais. Donc voilà, et je pense que l'Australie va aller de l'avant pour qu'on puisse rentrer parce que c'est un sport hyper inclusif pour là-bas. Un des athlètes de l'année chaque année, c'est Mark Mono-Stewart qui est dans ma catégorie à genoux, qui est amputé. Il a 58 ans, il se retrouve toujours en finale des mondiaux de parasurf. Ouais, donc voilà, c'est un sport hyper important pour l'Australie, je pense. Donc il y a peut-être des chances en 2032 de rentrer là-dedans, donc on verra, on l'espère, mais voilà, ça reste dans un coin de la tête dans tous les cas. Ouais. Il y a une petite fenêtre, disons. Ouais, on l'espère, en tout cas pour les futures générations. Moi j'aurai 39 ans, là, c'est jeune. Hein, c'est hyper jeune. C'est hyper jeune. Non, mais oui, parce que Mark Mono-Stewart, je t'ai dit, il a 58 ans, il fracasse. Donc ouais, donc 39 ans, je pense que j'aurai encore mes chances, en tout cas je l'espère, et puis on va tout faire pour y aller si la discipline est sélectionnée pour les Paralympiques. J'imagine que tu vas te donner les moyens de... Ah ben oui, il faut, bien sûr.
On parlait tout à l'heure de la fédération, tout ça. Toi, t'es impliqué, t'as des mandats ou tu milites de façon individuelle dans les structures? Je suis à la fédé de surf de pelote depuis samedi, secrétaire au comité départemental de surf. Oui, félicitations. Donc, voilà, c'est non, oui, mais je suis impliqué parce que le sport, entre guillemets, m'a donné un équilibre de vie depuis l'accident. C'est hyper important pour moi parce que j'ai toujours été passionné même avant l'accident, encore plus maintenant. Et ça apporte d'énormes vertus pour justement les accidentés parce que c'est bon pour la santé, le sport déjà de base. Donc ouais, je milite pour le sport et donc je suis impliqué dans les fédés parce que je pense que je suis légitime en tant qu'athlète et d'être dans une fédé pour pouvoir prendre des décisions qui sont importantes pour les athlètes justement. Que ouais, je suis à la fédé de surf. Là, il y a eu un nouveau mandat, donc le président a été réélu, Jacques Lagincom, et donc je fais partie de la commission sportive de haut niveau. Ok. Et de la commission parasurf, ce qui est logique et ce qui m'intéresse évidemment le plus, parce que voilà, je parle pour mes collègues athlètes, quoi. Donc voilà, il y a des projets à venir là durant l'année 2025, des compètes mises en place, etc., des détections. Donc oui, c'est hyper important. Et d'autant plus que là, les budgets sont de plus en plus restreints par le gouvernement. Bien heureusement, l'amendement n'a pas été accepté par les sénateurs parce que là, c'est catastrophique. Ça parlait d'héritage des Jeux, etc. Ouais. Moi, ma crainte en 2024, c'était que le sport français arrive à son apogée et qu'après, tout redescende et qu'il n'y ait plus d'aide gouvernementale. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça parlait vraiment d'héritage de jeu. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Le sport survivait déjà. Là, ils sont en train de tout couper les budgets, donc c'est compliqué. Donc il faut aller chercher des privés à droite à gauche avec les fédés, qui, je rappelle, sont des associations. Bien sûr. Donc c'est hyper compliqué. Et puis là, le budget de l'Andy, c'est en train de se restreindre. Là, j'ai appris qu'avec le comité départemental de surf, on va devoir payer nos entraînements. Bon, en soi, les entraînements des cours de tennis, par exemple, tu te les payes quand tu as un coach. Ouais, bien mais sûr. nous, jamais. Et là, voilà, cette nouveauté entre en jeu à partir de 2025. Donc voilà, ça va être hyper compliqué pour les athlètes de pouvoir s'entraîner, se faire coacher. Donc il va falloir que chaque athlète y mette du sien aussi, aille chercher des privés pour trouver des sponsors ou des mécènes. Donc voilà, ça devient encore plus compliqué en fait d'aller chercher des financements. C'est très compliqué et puis voilà, on va essayer le comité d'aller chercher aussi qui est une asso également, d'aller chercher des financements avec des privés parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vu qu'il y a de moins en moins de subventions au niveau de l'État, voilà, Andy Surf qui est, on va dire, un gros sponsor du comité également, qui a des subventions, va recevoir moins de subventions aussi de l'État, donc ça va être compliqué pour nous, parce que c'est le principal sponsor, on va dire, de nos mondiaux. Andy Surf, il faut pas se cacher, ils mettent énormément de budget pour envoyer une équipe de France complète aux mondiaux, et ça porte ses fruits parce qu'on est champion du monde en 2023 et on conserve le titre en 2024, vice-champion du monde en 2022. Donc le palmarès est là, les résultats sont là, donc il faudrait qu'entretenir cette dynamique et faudrait accompagner les athlètes. Mais le problème c'est que ça suit pas financièrement et on est, je pense, légitime, l'équipe de France parasurf à avoir des budgets, quoi. Enfin toutes les autres disciplines également, mais je pense nous d'autant plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de France de surf selon les disciplines qui ont fait 2 titres mondiaux d'affilée, quoi. Mais voilà, ça touche tout le monde, même ceux qui ont les plus gros titres, les budgets sont complètement coupés, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et voilà, et moi l'avenir pour le sport me fait un petit peu peur. Et c'est pour ça que voilà, j'ai un peu anticipé en début 2023, après notre titre de vice-champion du monde à Pismo Beach avec l'équipe de France, moi j'ai monté mon asso en fait. Déjà pour moi de base, pour pouvoir me trouver des sponsors plus facilement, parce qu'il faut savoir que les entreprises, les privés défiscalisent à hauteur de 60% et des personnes privées à hauteur de 66%. Donc voilà, ça aide à trouver des mécènes. Voilà, c'est pas du sponsoring, c'est du mécénat. Bien sûr. Donc c'est plus facile et voilà, et là j'essaye de trouver encore des mécènes et aussi d'aider d'autres athlètes. Et la contrepartie, c'est que les athlètes qui adhèrent à l'asso sont soulagés financièrement pour leur saison sportive. Et en contrepartie, ils utilisent leur image de sportif pour venir intervenir dans les entreprises qui soutiennent, et notamment aussi auprès des scolaires, parce que ça sensibilise au handicap auprès des plus jeunes. Bien sûr. C'est hyper important. Donc voilà, l'asso a cette double cause, et je trouve que c'est hyper important d'utiliser cette image de champion qui est soutenue par des entreprises pour ensuite intervenir, raconter leur parcours sportif, leur histoire de vie également. Donc c'est du donnant-donnant, et je trouve que c'est un bon compromis, et c'est idéal pour le bien commun aussi également. Bien sûr. Et comme
comme tu le dis, il y a eu cet effet JO où les gens ont découvert ou redécouvert les para-athlètes. Ouais. Donc on sentait qu'il y avait une dynamique et que au-delà de toutes les performances et des super bons résultats qu'il y a eu, on avait l'impression que voilà, il y avait une vraie prise de conscience et une envie de soutenir les para-athlètes. Donc là, toi, tout ce que tu mets en place, ça s'intègre aussi dans cette dynamique et tu as envie de continuer à l'activer pour toutes les raisons que tu as évoquées. Bah oui, il faut continuer. Après, tous ceux qui ont participé au JO, les para-athlètes, eux, ils seront soutenus et c'est bien normal parce que voilà, c'est eux qui représentent énormément le pays et tout ce qu'ils ont pu faire pendant les Jeux paralympiques, donc c'est important de continuer à les soutenir, même si ça va être difficile pour eux, je pense, parce que c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est aussi important de soutenir les sportifs amateurs comme on est nous, parce que les petits, entre guillemets, on s'appelle comme ça, parce que nous on est moins médiatisés, mais on a tout autant de mérite, je dirais, à pratiquer nos disciplines et voilà, et puis c'est hyper important d'être une image pour les futurs accidentés, parce que malheureusement il y en aura toujours, et voilà, et de continuer à sensibiliser auprès de tout ça. Donc c'est hyper important le soutien de tous les athlètes parents, on va dire, et voilà. Mais bon, voilà, il faut se battre et du coup c'est important de donner de la visibilité, et tu vois, le podcast aussi là aujourd'hui c'est l'occasion d'en parler, de sensibiliser les gens à toutes ces problématiques là, et s'ils veulent aider ou accompagner ou accueillir aussi ce que tu disais pour des témoignages dans des écoles ou dans des entreprises. Exactement. Toi avec l'association t'es disponible pour pouvoir venir témoigner. C'est ça, et c'est hyper important, et surtout dès le plus jeune âge, parce que bon, ils se rappelleront pas de mon nom, les gamins avec lesquels je suis intervenu, mais ça je m'en fiche, mais ils se rappelleront qu'un gars en fauteuil est venu leur faire du fauteuil, des parcours et tout ça, et c'est le plus important, parce qu'il faut que le handicap rentre dans la normalité en fait, parce qu'au final on est tous handicapés, on a tous nos peurs, on a tous on a tous nos problèmes, donc voilà, la différence doit être une normalité entre guillemets. Et quand je suis avec les gamins, c'est incroyable les questions qu'ils ont et tout, ils ont pas de filtre, et j'adore. C'est ça qui est chouette en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise vis-à-vis du handicap, et comme tu dis, les enfants ils ont pas de filtre. C'est ça. Et ils y vont quoi. Des fois tu peux avoir des enfants dans la rue, ils te posent des questions, et les parents qui leur disent chut, arrête. Et mais c'est de plus en plus rare quand même, parce qu'on les sensibilise quand même. On les sensibilise de plus en plus, et le handicap est démocratisé depuis je dirais une bonne dizaine d'années quand même, de plus en plus. Donc voilà, il y a encore du boulot, ça avance trop lentement, mais voilà, on voit qu'il y a quand même des progrès, et il y a de plus en plus d'actions qui sont faites comme ça, de sensibilisation, etc. Donc c'est hyper important de continuer dans ce chemin-là, ouais. Alors, on a parlé un petit peu, voire même beaucoup de parasurf. Ouais. Donc, t'es modeste sur ton palmarès, mais tu peux le renommer quand même, ton palmarès en parasurf ces dernières années. Alors, j'ai gagné des petites compètes départementales, etc. Ouais. Mais le plus gros palmarès, j'ai fait 4 fois champion de France, vice-champion d'Europe en individuel, champion d'Europe avec l'équipe de France en 2019 au Portugal. Et ensuite, du coup, en individuel, alors j'ai toujours raté mes mondiaux. j'ai atteint les demi-finales au mieux, pas de finale encore malheureusement. Voilà, c'est dans mes futurs objectifs. Ça va arriver. On va tout faire. Et par contre, du coup, avec l'équipe de France, et je trouve que c'est la plus belle des médailles, parce que le surf est un sport individuel, et avoir une médaille collective dans ce sport-là, c'est la plus belle des choses, je trouve. Du coup, on a fait vice-champion du monde en 2022. Ouais. À Pismo Beach en Californie, et championne du monde en 2023 et 2024 à Huntington Beach, voilà, avec l'équipe de France. C'est quand même la classe, quoi. Enfin, c'est vrai que ça a certainement pas été assez mis en valeur par les médias nationaux. Non, malheureusement, on a eu, je crois peut-être sur tout le sport, on a eu 15 secondes d'image, quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais c'est jamais assez, parce que voilà, c'est quand même incroyable de conserver un titre mondial. On espère repartir au mondial cette année, mais ça va être compliqué, je t'avoue, avec ce qu'on évoquait avant au niveau des budgets et tout. Financièrement, ça va être très compliqué, à part si chaque athlète arrive à se trouver un budget, mais c'est très très compliqué. Ils auront lieu quand, les mondiaux Ils auront lieu, on sait pas, mais c'est en fin d'année en général. C'est vers novembre-décembre, quand il y a un petit peu de houle, quoi, qui peut venir. On a de belles vagues là depuis 2 ans sur Huntington Beach. Le spot est incroyable, on a des vagues parfaites, on a de la chance. Donc ça risque d'être en fin d'année. Okay. Donc voilà, on espère pouvoir y aller et ramener une équipe de France complète encore, et reconserver
le titre encore. Donc voilà, c'est l'objectif. Mais bon, moi je me dis qu'on va pas y aller pour pas être déçu, mais voilà, et avoir une bonne surprise peut-être à la fin de l'année. Ok. Voilà, c'est ce qu'on espère. Bon, on va suivre ça avec attention. On a parlé surf. Ouais. Tu veux parler un peu de pelote quand même, un peu. Beaucoup. Alors je peux parler avant de pelote, je peux parler de rugby fauteuil. Ah ouais, rugby fauteuil. Alors rugby fauteuil, c'est vraiment le premier sport que j'ai fait en étant handi. Ouais, c'est ce que tu disais. Voilà. T'as commencé par ça en j'ai fait, la commencé. découverte. Alors la découverte, ça a été le surf vraiment en 2013, et en 2014, j'ai vraiment commencé le rugby fauteuil. Voilà, au club d'Anguira que je cadie à Anglette. J'en ai fait pendant 8 ans. Ouais. Donc voilà, c'est du rugby à 13 fauteuils, donc terrain de handball, poteau adapté, 5 contre 5 avec des flags pour symboliser le plaquage. Ok. Donc voilà, un sport de contact très très bourrin et vraiment plaisant parce que tu retrouves du contact en étant en fauteuil, c'est quand même incroyable. Premier entraînement que j'ai fait, je me rappelle, les bruits du fauteuil, je crois que c'était une blague quoi. C'est vrai. Les fauteuils qui s'entrechoquaient, ça sentait le cramé, les mains courantes qui se frottaient entre elles, ça sentait le cramé, ouais, incroyable. Ça m'a fait peur au début et en fait c'est le fauteuil qui prend le choc. Trop cher. Ouais. Mais Bon après quand tu vas vraiment sur du haut niveau en équipe de France, quand t'as des crunchs à jouer contre l'Angleterre, là par contre le fauteuil prend mais le joueur aussi peut prendre, tu peux te blesser. Mais c'est un sport incroyable. Et donc voilà, il y a un top 14, on va dire c'est le top 14 du rugby à 13 fauteuils, l'élite 1, où je joue avec le club d'Anglette. Et ouais, vraiment un sport incroyable, j'en ai fait pendant 8 ans. J'ai fait une Coupe du Monde avec l'Espagne, de par mes origines, par mon grand-père qui est espagnol. D'accord. Donc j'ai pu jouer avec l'Espagne pour compléter l'équipe d'Espagne. Génial. Et ouais, c'était incroyable, c'était à Toulouse. En plus. Ouais. Et donc voilà, super expérience. Et après, je me suis fait repérer du coup par l'équipe de France avec qui j'ai fait des stages et où j'ai pu jouer. Du coup, j'ai fait 3 matchs contre l'Angleterre. Voilà, dont 2 qu'on a gagné là-bas. La classe. Sur 3 matchs et on a gagné le tournoi là-bas. C'était cool. Et après, je me suis arrêté au bout de 8 ans, pour des différends avec le président, etc., qui impactaient sur mon quotidien. Donc, j'ai préféré arrêter. Donc, je me suis loupé une Coupe du Monde qui a eu lieu en 2022 et pas 2021 à cause du Covid. D'accord. Donc voilà, malheureusement, écoute, c'est comme ça. Mais bon, je fais tellement de choses à côté que voilà, c'est ce que tu disais en fait. C'est un petit souci quoi, donc c'est pas grand chose. Sport super plaisant en tout cas et voilà, moi qui joue au rugby avant à Nafarroa, voilà, j'ai retrouvé les valeurs du rugby avec ce sport et puis c'est génial quoi, c'était incroyable. Et puis ça, tu repars sur du collectif. Tu parlais du surf qui est plus individuel, même si vous avez gagné des titres en équipe, et là tu repars sur du collectif. Tu repars sur du collectif avec une équipe, et puis c'est sympa de retrouver du collectif sur ce sport-là. Bien sûr, le sport collectif le plus connu en fauteuil, c'est le basket fauteuil. Alors moi j'ai toujours détesté ça parce que j'ai jamais réussi à viser le panier. J'ai toujours été nul. On peut pas être performant dans tous les sports. Non, c'est clair, mais j'ai jamais réussi le basket, même en étant valide. Bon, déjà je suis pas très grand, donc c'était compliqué. Ouais, il y a le rugby fauteuil aussi qui existe, et il y a d'autres sports co, bien entendu. Il y a le handball, il y a le quad rugby aussi. Donc c'était cool de retrouver du collectif sur ce sport-là aussi, ouais. Et en parallèle, la pelote. En parallèle, la pelote. Alors la pelote, c'est le sport que je pratique depuis tout petit. J'ai commencé la mer nue quand j'étais valide, plus jeune. Voilà, toujours été passionné de pelote. Je viens d'un pays de pelote en même temps, donc c'est sûr que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Donc mer nue. Après j'ai arrêté. Je joue à la pala dans les tournois de village, en place libre, en fronton. Et donc j'ai eu l'accident en 2011. Et donc de 2011 à 2015, plus de pelote. Donc énorme coupure de pelote, et ça te manquait? Ça me manquait, mais ça me manquait pas trop parce que je m'étais fait l'idée que j'allais plus pouvoir y jouer quoi. Donc voilà, moi c'est tout ou rien dans ma tête. En fait, je m'adapte comme ça, j'adapte mon cerveau comme ça, je pense, pour pas être déçu. Donc voilà, tu te protèges mais en façon. quelque sorte, c'est une protection, je pense, une sorte de protection. Et au final, du coup, j'ai emménagé à Bayonne, donc fin 2015, pour tout ce qui était surf et rugby fauteuil. Parce qu'il faut plus simple. Il faut savoir que je suis à 1 heure de Bayonne. L'Arcevo-Bayonne, c'est 1 heure. Donc pas de sport handi en campagne, donc compliqué. D'autant plus, c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça non plus. C'est compliqué, mais ça se développe de plus en plus. On va y revenir après, notamment pour la pelote. Et donc, je me suis dit, mais je vais appeler l'Aviron Bayonnais, peut-être qu'ils ont une section pelote. Et donc, j'appelle, on me dit, oui, contacte ce numéro et tout. Et là, je tombe sur Guillaume Bedbeder, qui lui aussi a été quand même déterminant parce que c'est devenu un super pote maintenant. Et c'est lui qui me coachait à la pelote. On a 1 an d'écart, les deux. Et donc, il me coachait à la pelote. On se retrouvait les deux à s'entraîner, lui debout, moi en fauteuil. Et puis ça jouait bien, et lui du coup après le club a subventionné les fauteuils, donc il s'est mis en fauteuil donc, pour te coacher, pour me coacher et pour se mettre en situation, être au plus près en fait, pour mieux t'accompagner exactement en fait, et donc on se mettait des pelés les deux en fauteuil et franchement il roulait très très bien.
Donc c'était incroyable. Et on a commencé à faire des tournois les deux. Lui valide mais en fauteuil et voilà, parce que ça s'est développé plus tard aussi la pelote. Ça existe depuis quelques années. C'est Tarbes qui a mis tout ça en place, le handi pelote. D'accord. Ça a commencé à Tarbes. Et donc voilà, on a rencontré des équipes de Tarbes et des Espagnols aussi qui jouaient, parce que bon, l'Espagne a 30 ans d'avance sur le handicap, donc eux ils jouent depuis longtemps je pense. Et donc voilà, on a fait des tournois avec Guillaume ensemble. Après j'ai fait venir un pote du rugby fauteuil à la pelote, voilà, qui continue encore avec moi. C'est mon coéquipier de pelote. Et donc voilà, ça se développe et c'est Romain Philippe qui était à l'initiative du handi pelote à Tarbes et qui gérait ça auprès de la Fédé. Okay. Et un jour il m'a dit écoute, j'arrête ça. Je lui dis, écoute, si toi t'arrêtes, personne ne va reprendre, je suis sûr, parce que je pense qu'ils s'en foutent un peu à la Fédé de pelote, donc je vais reprendre le fil. Donc voilà, réunion avec la Fédé de pelote, la commission, pour voir qui j'étais, ils me connaissaient pas, si j'étais fiable ou pas. Bon, donc ils m'ont dit, bon, mais écoute, on te laisse organiser tout. Donc j'ai repris ça en chemin. Ouais. Et j'adore, parce que pareil, je me sens légitime, je suis joueur. Bien sûr. Et je pense je sais comment m'occuper de tout ça. Donc voilà, il faut trouver les lieux qui sont accessibles. En général, tout est accessible maintenant auprès des structures collectives. Donc voilà, j'organise ça depuis 3-4 ans déjà, je pense. Ça passe. Hein. Et donc je cherche des étapes un peu à droite à gauche, j'essaye un peu d'innover. Ouais, t'organises régulièrement des rencontres. J'organise régulièrement des rencontres. Et là, dernièrement, j'ai fait une rencontre, ça sort un peu de l'ordinaire. J'ai été à Nice. Avec tous mes potes du tennis et du padel. Ouais, j'ai vu, t'as posté des choses là-dessus. Voilà, que je tanne depuis maintenant 2 ans. J'ai glissé 2-3 mots sur la pelote, je fais ça, c'est un sport de raquette, faudrait essayer. Ouais, c'est un sport de bourrin et tout, machin, c'est un sport d'âne et tout. Du coup, j'étais là, bon, mais les gars, il y a un trinquet à Grasse, à côté de Nice. Ouais. Donc les gars, je vous mets une étape à Grasse pour que vous testiez. Okay. Et donc le samedi 11 janvier là, on a été à Grasse jouer à ça et du coup ils se sont chauffés, ils ont fait un entraînement avant l'étape. Et j'étais trop content parce que j'étais c'est bon, ils s'y mettent un peu. Et donc on a fait une étape et les mecs ils ont vachement accroché quoi. C'est vrai. Et j'étais hyper content. Et il y avait Laurent Giamartini qui a fait 4 Paralympiades. D'accord. Il a fait Barcelone, Séoul, Atlanta et Sydney. Ouais. Voilà, 3 médailles quand même, or, argent et bronze. Et il était là, c'est une légende du tennis, c'est un des premiers professionnels en tennis fauteuil. D'accord. Et du coup, voilà, il était à la pelote et c'était un des plus sceptiques au début. Ouais, ça fait mal au bras et tout. Je dis, mais les gars, vous savez pas jouer. C'est pas forcément tout au bras et à l'épaule. C'est du poignet aussi, la pelote. C'est bourrin, mais c'est du bourrinage intelligent, en fait. C'est ce que je leur dis. Mais on peut placer aussi, on peut être soft. Et il y avait Dorian Navarro aussi, qui est numéro 1 de paddle en fauteuil là, qui veut pas lâcher sa place de numéro 1. Et donc ça a vachement accroché et donc je leur ai dit les gars, le 12 avril championnat de France. Donc voilà. T'organises ouais, j'organise avec la Fédé. Et qui se passe où du coup à Dax, du coup, qui se passe à Dax au complexe Colette-Besson. Et donc j'étais hyper content de faire découvrir la pelote voilà, en Côte d'Azur. Et les mecs ont vachement apprécié. Il y a un gars de Nancy qui est venu, un très bon pote du paddle. Il est venu de Nancy à Nice. Il y avait les Niçois, il y avait un mec de Toulon, il y avait un mec du Gros-du-Roi. Ah, t'es en train d'essaimer en fait dans le sud-est. Mais en fait, il faut développer le sport, je pense. Ouais. Il faut le développer. Et le but, c'est de le développer aussi à l'international, notamment dans la discipline handi. On a eu la chance de faire la Ligue des Nations à Paris en septembre. Ouais. On a suivi un jour avant qu'on venait les handis. Donc voilà. Mais bon, ça c'est fait au dernier moment. Mais on était 4 équipes, donc compète officielle pour les handis aussi. Donc notre médaille individuelle, fin d'équipe avec mon collègue, a compté pour la médaille collective. Parce qu'en pelote aussi, du coup, t'as la médaille collective à la fin. Et c'était génial parce qu'on était avec tous les valides. On était la discipline para et une discipline à part entière maintenant de la pelote. Ouais, donc ça bouge quand même, ça évolue. Ça bouge et puis il faut continuer la bataille quoi. Et du coup je leur ai dit donc 12 avril championnat de France. J'ai dit à mon coach du coup de club qui est maintenant coach au niveau national pour l'équipe de France para-pelote. Je lui ai dit est-ce que tu peux venir le 12 avril parce que là il y a du monde qui arrive. Ça serait cool de voir une première ébauche du niveau pour faire ensuite un stage France pour la Ligue des Nations qui aura lieu au Mexique en fin d'année. Ah ouais, donc il y a des beaux projets à venir. J'ai dit aux gars, écoutez les gars, c'est bien, on joue au tennis, on joue au paddle, mais est-ce qu'il y a des compètes comme ça internationales au paddle et au tennis? Bon, il y en a, mais bon,
c'est un peu des retraités du tennis maintenant, donc voilà. Et au paddle, il n'y a pas assez de pays encore, donc il y a moins de compétitions internationales. Faut dire en Espagne. Le paddle, ça a démarré en France il y a peu de temps par rapport à l'Espagne ou aux pays d'Amérique du Sud, donc le temps que ça se structure, mais ça a l'air d'aller assez vite quand même. Mais ça va aller assez vite aussi, je pense. Mais du coup, il y a des compétitions internationales quand même en pelote, beaucoup en Amérique du Sud parce que c'est très professionnalisé en Amérique du Sud. Donc voilà, je leur ai dit, ça peut valoir le coup aussi de tester tout ça. Donc, et moi, je vais essayer de négocier à la Fédé là, voir si on peut partir à 2 équipes par A. Donc ça serait 4 joueurs, mais minimum à 3 pour qu'il y ait au moins un remplaçant dans l'équipe, comme les autres disciplines, mer nu, baline chez les filles, etc. quoi. C'est un beau projet, ça. Mais ouais, ma vie est faite de projets maintenant. J'ai besoin de ça et ça m'anime, donc je continue quoi. Et puis voilà, et motiver des gars qui sont inconnus de la pelote, j'ai trouvé que c'était un bon challenge et ça fait plaisir. C'est d'autant plus plaisant en fait que tu dois redoubler d'efforts peut-être pour séduire les gens qui sont un peu sceptiques et tu te rends compte que ça adhère et que ça se prend au jeu et c'est ça. Et quand à la fin de la journée de l'étape, t'as le Dorian Navarro, le numéro 1 français de paddle, qui te dit là le seul truc qui m'embête c'est que la journée elle est finie et qu'on arrête de jouer quoi. Je continuerai à jouer à ça tout le temps. Et du coup là il vient de m'envoyer un message tout à l'heure. Là il va venir à l'étape à Tarbes le 22 février avec un gars de Toulon, ils se bougent et parce qu'ils sont enfants et du coup ils vont s'entraîner à Grasse, prendre leur licence et tout. Le club de Grasse qui nous a accueillis, mais c'était incroyable l'accueil qu'on a eu, ils sont hyper contents, ils sont hyper motivés que des Andis viennent au club et puis voilà, ils vont faire en sorte de rendre le club un peu plus accessible aussi. Et puis voilà, c'est ça en fait, tu sens qu'en fait quand tu commences à toucher, il y a tout après qui se met en ordre de marche. Après c'est une histoire de rencontres et de personnes aussi. Exactement, j'imagine. Puis c'est du renouveau, puis ça anime aussi les gens je pense, donc je trouve ça top quoi. Et puis voilà, donc voilà, affaire à suivre, mais en tout cas il y a des motivés qui vont venir du sud-est pour jouer à la pelote et ça je trouve c'est incroyable quoi. C'est chouette. Donc voilà, il y a des gars de Paris qui sont venus voir la Ligue des Nations, que j'ai appelé aussi du tennis, des Andis, qui sont venus voir la Ligue des Nations et ils étaient vachement pris au jeu en voyant les valides jouer et ils voulaient plus partir du truc et ils devaient venir aux France aussi. Le problème c'est que j'ai choisi cette date là et il y a les championnats de France en équipe de tennis en même temps. D'accord. Oui, donc voilà, le tennis prime sur la pelote, je peux comprendre parce que c'est une discipline qui pratique depuis plus longtemps certains, mais voilà, à l'avenir peut-être qu'on aura d'autres gars, notamment des Parisiens qui descendront parce qu'il faut savoir qu'il y a des trinquets à Paris aussi où ils pourront s'entraîner. Je pense que c'est un sport d'avenir le parapelote. En tout cas on va essayer de trouver du monde et juste donner du plaisir aux gens parce que c'est hyper ludique et puis voilà quoi, ils apprécient. C'est génial, en tout cas t'as l'air d'être sur tous les fronts entre le surf et la pelote. Il faut tu dois pas t'ennuyer. Il faut Si on parlait maintenant de ton autre aventure incroyable qui s'est déroulée il y a quelques mois et qui est juste hallucinante, et est-ce que tu peux dire déjà comment aider cette idée incroyable et expliquer un peu en détail ce qui s'est passé Alors pour en revenir au tout début du coup du podcast, c'est avec Michel Garcia. Voilà, qui a été déterminant au niveau du sport et qui m'a dit il y a quelques années on fera un film, toi et moi si tu veux. Et j'étais là, si tu veux, je m'en fous. Donc là on revient 12 ans en arrière. 14 ans en arrière. Tu vois, oui, si tu veux. Voilà, il me propose, je te partant pour tout, je dis oui, bon, mais écoute, oui, si tu veux, vas-y. Et puis en fait, c'est parti en vrille. Donc du coup, tous les sports, parce qu'il m'a fait découvrir le ski aussi avec le centre, etc. On a fait plein de sorties extra-sportives. Moi, je revenais à Cambo au gymnase, même en étant plus au centre, il m'appelait pour aller faire du sport avec les patients et tout. Donc j'y allais. Enfin, on a gardé un lien avec Michel et donc on a commencé à faire un film, à tourner. L'idée, c'était quoi ? C'était qu'il te filme en fait sur la découverte de tous ces sports et sur comment... Sur mon parcours sportif et de vie. Et sur ta vie perso aussi et de l'hospitalisation à la Réduc et sur le parcours de vie sportif après, parce que il a dû sentir peut-être que j'allais avoir un profil atypique avec tous les sports et donc il s'est dit on va le filmer. C'est ce qui est dans la bande-annonce je sais pas si tu l'as vu. Oui, mais je dis rien pour l'instant. D'accord. Je te laisse en parler. Et donc voilà, et ensuite il m'a suivi sur des mondiaux où il a immortalisé les mondiaux, où il a rencontré aussi d'autres athlètes parasurfeurs et qu'il a fait d'autres films plus tard. Donc c'est 14 ans de rush vidéo sur ton parcours de vie. Ouais, parcours perso, sportif, réduc, etc. Et ça s'est transformé en fait en
le film, ça devait être que sur moi. Au final, ça a transformé sur notre rencontre à tous les deux, en fait, qui a été déterminante pour chacun de nous. Ouais. Et donc voilà. Et on s'est dit, la finalité du film, ça allait être en Norvège. Alors pourquoi la Norvège ? Ouais, vas-y, explique pourquoi. Parce que, alors moi, je suis passionné depuis tout petit, je sais pas pourquoi, par les pays scandinaves. D'accord. Ça m'a toujours attiré les pays du Nord. Et je me suis dit, on va pas faire comme les autres, on va pas aller surfer sous les tropiques, on va aller surfer dans le froid. Donc voilà. Et puis avec ce que ça a comme contrainte, mais ça tu vas y revenir peut-être après. Ben ça a des contraintes parce que c'est extrême quand même. Et donc surtout les contraintes, c'était trouver un budget pour faire tout ça quoi. Donc l'idée, on part en Norvège surfer. On part en Norvège surfer pour finaliser ce film et cette histoire. C'est l'aboutissement en fait de votre rencontre et de ton parcours. Exactement, ouais. C'était pour finaliser ce film. Donc il fallait trouver les budgets. Donc on a cherché des sponsors chacun de nos côtés. Et puis au final, ça s'est bien passé parce qu'on a trouvé des fonds. Et lui, il a décidé de rajouter un truc à ça. En fait, vu qu'il a fait un film avec Éric Dargent, qui est un para-athlète surfeur avec moi en équipe de France, ils ont fait plein de festivals. Plein de tournées des festivals où ils ont été reçus au festival de films d'aventure à Dijon, etc. Et ça a bien marché. Et là, il y a eu un film sur une expédition polaire avec Vincent Colliard. Ouais. Alors explique qui c'est Vincent Colliard. Vincent Colliard, c'est une légende. C'est une légende de l'expédition polaire qui a battu le record du monde en atteignant le pôle sud il y a un peu plus d'1 an en 24 jours, je crois, ou 23-24 jours, et qui a battu le record du monde. Voilà. Et juste ça. Qui a battu de quelques jours un pote à lui justement parce que c'est un milieu assez petit et puis ils se soutiennent tous dedans en fait. Il a battu le record sous les conseils d'un pote à lui qui avait le record précédemment. Et donc Vincent Colliard, c'est un aventurier extraordinaire, mais c'est surtout un gars qui a été à l'école avec Michel. Ah, le monde est petit. Donc voilà, et qui était au Pays Basque quand ils étaient plus jeunes les deux. Donc ils se connaissaient. Et là, il a vu pendant le festival, il voit Vincent Colliard en visio. Et il s'est dit, mais il fait ça maintenant et tout. Donc il savait qu'il était en Norvège, il savait pas trop ce qu'il faisait, je crois. Et donc il s'est dit, mais je vais le contacter, vu qu'on va en Norvège, et on va voir si on peut faire une expé. L'autre, il a voulu rajouter un truc encore plus extrême. Et au final, ça s'est bien goupillé. On a trouvé les budgets, etc. On a du coup été en Norvège. Mais vous vous êtes préparé avant parce que pas du tout. Pas du tout. Alors toi t'es préparé au quotidien. Oui, et je me préparais mentalement en pensant à ce qu'on allait faire et tout. Et voilà, c'était hyper important cette prépa mentale. Je pensais tout le temps au projet, comment on allait faire là-bas. J'organisais tout ce qui était billets d'avion, hôtel, etc. La logistique. Mais je pense le fait de penser à ce projet et de vouloir arriver au bout, déjà, c'est le mental. Hein. Ouais, ça a fait déjà peut-être ça 50%. Déjà, ouais, même plus, je pense. Et la capacité physique, je pense que je l'avais déjà à tous les sports que je faisais. Par contre, je me suis pas préparé pour le surf pendant l'hiver. J'ai fait le feignant parce que je me disais il fait froid, j'ai pas envie de surfer au Pays Basque. Et en fait, il fait froid. Mais en fait, quand tu vas en Norvège surfer, quand l'eau elle a 2 degrés, là tu te dis là il fait froid. Parce que les températures là-bas c'est combien ? Enfin l'eau tu te dis à 2 degrés. L'eau est entre 0 et 2. On l'a eu des fois. C'est très très froid. Et température extérieure ? Température extérieure, c'est moins 5, moins 10. Voilà. Donc il fait plus chaud dans l'eau, mais t'as quand même froid quand tu mets la tête sous l'eau. Bien sûr. Heureusement, on a été bien équipé par Picture qui nous a soutenus au niveau du matos. Ouais. Donc ça a été cool. J'avais du bon matos pour aller dans l'eau. Donc ça c'était génial. Mais bon, j'avais pas de capacité physique avec le froid parce que j'ai fait le feignant, j'ai pas surfé de l'hiver au Pays Basque, donc ça a été compliqué. Donc voilà, ma planche en plus était à moitié pétée, elle prenait l'eau, donc pour ramer c'était pas évident. Ah ouais, donc j'ai pris une planche en mousse là où on dormait dans un surf camp pour que ça soit un peu plus facile. Mais voilà, bon, j'ai quand même réussi le challenge de me mettre à l'eau et de m'acclimater quand même au bout de 3 jours au froid et de pouvoir prendre quelques vagues. Parce que là où vous étiez, si tu peux préciser le lieu et s'il y a un spot particulier en fait de surf. Alors, on était à Unstad, c'est là où a commencé le surf en Norvège. D'accord. Voilà, c'est un spot incroyable, magnifique. Bon, toute la Norvège est incroyable de toute façon. Et donc ça a commencé vraiment là-bas le surf. Alors je sais plus les 2 gars qui ont amené le surf, il faut regarder Arte parce qu'ils repassent souvent le reportage. Ouais. Et il y a tout le temps la Norvège sur Arte d'ailleurs, c'est marrant. Et donc il y a 2 gars qui ont amené le surf là-bas. Et donc vous avez décidé d'aller là-bas. Ouais.
et de retrouver le pote d'enfance. Eh bien alors, on a été dans les Lofoten surfer, c'est vraiment le spot des Lofoten. On va dire que c'est un peu la pointe bretonne de la Norvège, les Lofoten. Ok. Voilà, c'est plein d'îles, c'est vraiment magnifique, c'est hyper touristique, il y a beaucoup de monde qui va là-bas. Bon là, on était en période hivernale, donc il y avait un peu moins de monde, mais c'était incroyable, les paysages, c'était vraiment dingue et pas déçu quoi. Comme quand on voit sur Arte ou dans les magazines ou sur Internet, c'était vraiment incroyable, les montagnes qui sortent de l'eau, c'était hyper hostile, enfin, c'était génial et j'ai vraiment envie d'y retourner quoi, parce que t'en prends plein la vue, c'était incroyable et je réalisais pas en étant là-bas qu'on était là-bas quoi. Et Vincent en fait n'est pas des Lofoten, il est vécu, mais il habite sur le continent on va dire. D'accord. Voilà, vraiment dans le pays en Norvège, mais un peu plus bas. Donc on a fait notre semaine dédiée au surf, prise de vue paysage, etc., montagne dans les Lofoten. Ouais. Voilà, okay. On a tout visité. Et ensuite on a pris un ferry pour aller vraiment dans le pays. Vincent habite en bord de mer, mais en Norvège, vraiment sur le continent. Et on l'a rejoint là-bas. Et ensuite, du coup, on est resté 2-3 jours là-bas en attendant mon matos de ski qui était bloqué à la douane, qu'on a fait livrer par DHL, un bazar. Il nous demandait 5000 couronnes donc, pour débloquer le matos. Alors on l'a expliqué, non, c'est pas du matos qu'on vend neuf, c'est pour un Andy qui a besoin pour une expédition polaire, etc. Et tout. Et on a eu le matos le jour J où on partait pour l'expé. Donc on partait de chez Vincent, on avait 12 heures de route, je sais plus, c'était Lienfjord je crois, d'où on partait pour aller à Alta. 12 heures de route, donc on a roulé toute la journée, donc déjà t'es crevé. Et le lendemain on a enchaîné avec l'expé. Et l'expédition qui devait se dérouler sur combien de jours ? Sur 6 jours ou 7 jours max. Okay. Du coup on l'a fait en 5 jours, on a réussi à tracer. Donc bivouac mais bivouac dans la neige à des températures qui ont été jusqu'à moins 22 dans la tente. C'est un exploit. Enfin, on peut parler d'exploit quand même, ce que vous avez fait. Oui, après, je sais pas. C'est pas à moi de le dire ça, mais moi j'ai fait mon truc, mon trip, mon expérience. J'étais trop content, quoi. Et ce qui est bien dans ça, c'est que la pleine nature me manquait énormément depuis l'accident et depuis que je suis en fauteuil, parce que forcément c'est compliqué d'accéder en pleine nature. C'est pas du tout accessible en fauteuil. Sûr. Et là, en fait, du coup, avant l'expé, Vincent m'a dit, parce qu'il faut savoir que les explorateurs polaires coupent les étiquettes de leurs t-shirts et tout pour enlever du grammage pour leur poids de la poulka qu'ils tractent avec toutes leurs provisions, parce qu'ils sont en totale autonomie. Chaque gramme compte. Et là, il m'a dit, ton fauteuil est trop lourd. Tu vas pas en avoir besoin, donc pas de fauteuil pendant 5 jours. Première fois en 14 ans que ça m'arrivait. Et ça, tu l'apprends une fois que t'es là-bas sur place ? Je l'apprends une fois que je suis là-bas et je le vois me dire ça et je vois qu'il est sérieux et je bataille même pas à négocier en fait. Parce que tu lui fais confiance. Je lui fais totalement confiance parce que tu vois que le mec il est rodé et il est habitué à faire ses trucs et il en a fait un paquet d'expéditions polaires et donc je lui fais totalement confiance. Et donc là tu dis pas de fauteuil pour l'expédition ? Pas de fauteuil pour l'expé, juste mon fauteuil de ski. Ton fauteuil de ski ? Mon fauteuil de ski. Donc, bien sûr, il faut faire attention parce que on a plein de problèmes quand on est paraplégique. Il n'y a pas que les jambes qui fonctionnent pas. Hein. Il y a tout ce qui est problème cutané, tout ce qui est problème intra-utérin pour aller aux toilettes, etc. Donc voilà. Donc, les docteurs de Marigna savaient qu'on allait faire cet expé. Oui, il faudrait que tu viennes nous voir et tout pour en parler et tout. Bien sûr, j'ai pas été les voir parce que j'avais pas envie. Donc, mais j'avais confiance, totalement confiance, et puis ça s'est bien passé. Et donc, je faisais attention aux problèmes cutanés. Donc, j'ai la chance de pas en avoir parce que j'ai quand même un peu de muscle encore. Ouais. Donc voilà. Ouais, mais il y avait une vigilance particulière. Donc, alors, moi, il faut savoir que pour aller aux toilettes, je me sonde. Donc, je suis sensible aux infections urinaires. Ouais. Donc, j'avais prévu avec une toubib de prendre des antibiotiques. Je l'avais expliqué pourquoi, au cas où ça arrive en plein expé. Ça aurait été hyper compliqué si j'avais pas eu d'antibiotiques. Ouais, tout prendre des proportions et oui, ça, parce on est en extrême, en fait. Exactement, parce que tu te laves pas pendant 5 jours. Et moi, en me sondant, donc tu t'injectes un corps étranger et donc t'es tout dégueulasse, t'es tout sale, donc t'es encore plus sensible aux infections urinaires. Donc j'avais prévu les antibiotiques et j'ai eu une infection urinaire le dernier jour. Bien heureusement. Donc voilà, mais je le savais, de toute façon, c'était le risque. C'était le risque, donc voilà, c'est arrivé heureusement le dernier jour, donc voilà, mais ouais. Et du coup, l'équipe, elle était en stress par rapport à tout ça et à ton accompagnement et à ton accompagnement, pas du tout, parce qu'en fait, il nous a bien briefé avant, il nous a briefé tout notre matos qu'il nous avait préparé en amont, et du coup, on a revérifié le matos avec lui. Normalement, vous devez avoir ça, ensuite vous avez ça, ensuite vous avez ça. On a tout
tout rebriefer le matos et tout pour voir si on avait tout ce qu'il nous fallait, et dès qu'il manquait un truc, il nous rajoutait quelque chose et tout, mais il avait tout bien fait parce qu'il est habitué à faire des packaging pour tout le monde en fait. Donc ça c'est Vincent était avec vous? Vincent est avec nous. Ouais, et après vous étiez combien en fait? On était avec Caroline, sa compagne, ouais. qui fait des explorations polaires et qui fait des vidéos en exploration polaire. Ok. Et qui a décidé de nous accompagner aussi. Elle n'était pas prévue, mais du coup elle a voulu pour le kiff nous accompagner. Et il faut savoir que c'était une première pour Vincent d'amener un handi. D'accord. Aussi. Donc voilà, expérience qu'il a énormément appréciée d'après ses retours. Et puis voilà, c'était une première et donc génial quoi. Donc vous étiez 4, c'est ça? Alors non, il y avait Léo en plus, un Réunionnais. Ouais. Donc c'était l'été chez lui à La Réunion. Il a pris 50 degrés dans la tronche avec ça, du moins 20. C'est rude. Et ouais, mais il était trop content parce qu'il voulait aller en Norvège aussi. Il avait tout regardé pour les paysages, etc. Et qui devait nous filmer à Michel et moi pour finaliser ce film et cette aventure et cette amitié-là. Donc on était 5. 5. Et alors, Michel, en fait, avant l'enregistrement du podcast, il m'a laissé une question pour toi. Ouais, Alors, il y a des trucs qui sont basés en Norvège qu'on saura peut-être pas, parce que ce qui se passe là-bas reste là-bas, mais il m'a demandé si, depuis ce voyage, si tu avais toujours autant d'admiration pour lui. Mais je vais pas dire que j'ai de l'admiration pour lui. Non, il a été impactant dans ma vie, mais toujours plus de l'admiration. Et ça va les chevilles, Michel. Et vous vous arrangerez entre vous. Non, ce voyage, ça a encore plus renforcé votre lien. C'était l'aboutissement de ces 14 années entre vous, mais c'est aussi... Exactement. Et puis, le truc qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand on a pris un taxi du camping de Alta, là où on est arrivé après les 12 heures de route, pour aller sur le plateau pour commencer l'expédition, quand le taxi s'est ouvert, j'ai senti le vent froid et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Sans déconner. Ah, t'as eu un moment Mais de toute façon j'étais là, de toute façon je suis là. Hein. Ouais. Je vais pas reprendre le taxi, repartir au camping. T'as pas douté, mais tu t'es dit... Non, mais j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi on fait ça sans déconner quoi? Mais quelle utilité? Et en fait, mais forcément, tu connais pas le milieu polaire, etc. Donc c'est compliqué parce qu'on était au-dessus du cercle polaire, hein, ouais. Donc il fait froid, quoi. Et on a traversé ce plateau-là, en fait, c'est la base d'entraînement des explorateurs polaires un petit peu. D'accord, rien que ça. Donc voilà, quoi. et donc de Alta à Karachok, on a été à la capitale des Samis. Et donc il faut savoir que mon matos de ski est fait pour descendre, pas pour le plat. Donc du coup... Ça te demandait de redoubler d'efforts? Du coup, en fait, j'étais les fesses en arrière ergonomiquement pour pousser, c'était pas bon. Donc du coup, je pouvais pas. Et en fait, Vincent avait pensé déjà une solution parce qu'il s'en doutait. Ouais. En fait, chaque valide, donc les 4 tractaient leur poulka. Ouais. Et donc Vincent a attaché un élastique à sa poulka et à mon scarver pour pouvoir me donner l'inertie. Et moi, je poussais avec des bâtons de marche. Okay. Et rien que ça, en fait, ça permettait de pouvoir pousser. Okay. Et dans les côtes, par contre, l'élastique était hyper tendu, c'était compliqué, donc il tractait. Donc le premier jour, ça s'est fait avec Vincent, et on a vu que ça marchait. Et donc il a dit, écoute, si ça marchait moi, c'est Michel qui va te tracter maintenant. De toute façon, pour le symbole du film et de votre amitié, c'est le but. Et donc Michel, en fait, m'a tracté tous les autres jours, et il a galéré. Donc ouais, non, il a été super fort pour ça. Et on a eu des jours où il y avait vraiment des grosses montées, tout ça a été très très compliqué, on a lâché du jus quoi. C'était combien d'efforts par jour pour... On avait décidé de faire une moyenne entre 15 et 20 km par jour. Ce qui est déjà énorme. Ouais, et on avance à 3 à l'heure. Hein. Ok. Donc parce qu'il y a du vent, j'imagine. Il y avait du vent un petit peu, et puis il faisait froid. Mais bon, après, sur les forts, ça va. Tu sens pas le froid, quoi. Mais le pire, c'était les montées. Des montées, en fait, et qui redescendaient sur du creux, là, et qui me bloquaient mon matos de ski, moi. Donc, il fallait... Michel devait encore plus tirer, moi encore plus pousser sur les bras. Et non, on a vraiment redoublé d'efforts. Le soir, on dormait hyper bien. Ouais, j'imagine. On mangeait de la nourriture, du coup, d'explorateurs lyophilisés, goût kebab dès le matin au petit-déj. Moi, quand il m'a dit ça, Vincent, tu vas manger ces parfums-là, bolo, kebab, le matin, je te dis, mais t'es malade ou quoi? Et en fait, t'as tellement faim. Puis t'as besoin d'énergie tu aussi. Tu dépenses tellement d'énergie. Ouais. On a perdu, je pense, 2-3 kilos facile. Et vraiment, hein, ça, déjà le froid, ça consomme de l'énergie, des calories. Et en plus, en faisant une expé comme ça, donc c'était compliqué, mais c'est quand même incroyable ce qu'on a fait. Et puis, donc, on a vu des paysages énormes, quoi. Donc, c'est 5 jours d'expédition. Ouais. Donc, en petits groupes. Ouais.
Et vous avez fait une perf, on peut dire ça, puisque vous aviez mis moins de temps que ce qui était prévu Ouais, initialement. il avait prévu plus longtemps et du coup on l'a fait en moins de temps et puis moi j'étais ultra focus comme c'était une compète quoi. Michel dès qu'il s'arrêtait pour se reposer, mangeait des trucs, je disais allez vas-y dépêche-toi. C'est toi On qui y va. C'est toi qui a boosté et qui a mis Oui, du mais, rythme. mais j'étais peut-être un peu trop focus, tu vois, parce qu'il me tractait quand même. Mais j'essayais de le soulager après. J'essayais de faire en sorte que l'élastique soit le moins tendu possible Bien parce sûr. que j'avais envie d'être acteur de l'expédition. J'aurais pas pu être acteur de l'expédition, voilà, ça aurait eu une autre saveur et ça m'aurait moins plu, quoi. Mais donc, je suis très content qu'on ait pu faire ça ensemble, quoi. C'est génial. Et on n'a pas donné le nom de ce projet. Et de Alors, cette vidéo. Ouais, ben ça s'appelle Oreca, du coup. Ouais. C'est le nom de mon asso également. Oreca, ça veut dire l'équilibre en basque et c'est toute une symbolique parce Bien que sûr. bon, mais j'ai plus l'usage de mes jambes donc j'ai plus d'équilibre, on va dire. Mais j'ai redécouvert l'équilibre de vie par le sport, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était joli et puis. C'est un beau symbole. Puis c'est un beau symbole et puis c'est en basque aussi donc Ouais, c'est rigolo, quoi. Il y a les racines qui sont là aussi. Et donc voilà, et le film doit s'appeler comme ça normalement. Et du coup, on a eu une bonne nouvelle là en début d'année. Ouais, Il y a Canal+ qui veut signer avec nous pour ce documentaire. génial. Donc voilà. Donc le documentaire va être monté d'ici à juin. Ok. Voilà. Pour une diffusion après. Pour une diffusion sur Canal, alors fin d'année, je pense. Ok. Mais il risque de plus s'appeler Oreca. Parce que voilà, je pense que c'est pas assez vendeur pour eux, je peux comprendre. Mais ça voilà. sera peut-être le sous-titre de Je l'aventure. sais pas, ouais, peut-être ça restera, mais bon, ça restera Oreca pour moi, c'est Pour notre vous, petit bébé, ouais. quoi. Mais bon, c'est déjà le nom de l'assaut, donc c'est cool. En tout cas, très beau projet qui va être diffusé sur Canal, c'est incroyable, quoi. C'est un truc de fou, et donc. Ça veut dire qu'il y a une résonance aussi particulière et que ce que vous avez fait, Mais- c'est symbolique pour vous, bien sûr, et c'est la concrétisation de votre amitié et de tout ce que vous avez vécu pendant 14 ans. C'est pour ça qu'on a été choisi justement par Canal. C'est surtout cette histoire à deux là qui a été choisie parce que des films sur les Andes, il y en a en pagaille maintenant. C'est un petit peu à la mode, on va dire. Et du coup, par contre, cette histoire d'un patient et d'un soignant, voilà, et qui se concrétise en Norvège sur une expédition dans l'extrême, ben c'est ça qui a plu en fait comme histoire et puis qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Complètement. Donc voilà, et en tout cas j'ai aucun doute sur le fait que le film sera bien monté et bien réalisé. Parce que Michel, déjà les films qu'il a fait auparavant sont extrêmement bien et il travaille avec un monteur de renom qui a fait d'autres films avec d'autres personnes très connues. Ouais. Donc voilà, et le gars avec qui il va bosser Michel est hyper intéressé du projet, hyper enjoué. Donc voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir le résultat final. J'imagine. Et j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et j'espère aussi du coup, c'est sûr, ça va donner une visibilité encore plus grande à l'association. Tout à fait. Et voilà, et pour trouver du coup encore plus de partenaires, de mécènes, pour pouvoir aider encore plus d'athlètes, faire plus de sensibilisation, et voilà. Et... Parce que toi, c'est ton objectif aussi. Hein. C'est ce que c'est ce qu'on, depuis qu'on a démarré l'entretien, c'est ce qui t'anime aussi. Hein. C'est c'est ce que je prône, c'est ces causes-là, c'est le sport, le handicap. Et l'accessibilité au sport, la sensibilisation pour les plus jeunes, même dans les entreprises qui soutiennent, parce qu'il y a plein d'adultes qui sont totalement étrangers au handicap, Tout à fait. qui sont pas touchés de près ou de loin. Donc c'est important de faire cesser les préjugés et puis de montrer toute la vie qu'on a et qu'elle peut être incroyable. T'en es l'exemple. Je sais pas, mais j'essaye de faire en sorte de montrer que le handicap ça peut être un détail dans la vie, hein, puis qu'on vit autrement et qu'on s'adapte. Et c'est bête ce que je vais dire, mais on est plein à le dire. Bien sûr, je souhaite à personne d'avoir un accident, mais cet accident, ça a peut-être été une chance parce que. Tu l'as dit en début d'entretien déjà que ça a été une chance. Ouais. Mais je répète, ça a été une chance parce qu'en fait, j'ai redécouvert la vie autrement et je me suis rendu compte que la vie, elle est belle et que quand on est en pleine santé, on se rend peut-être pas compte des fois. Et donc voilà, il faut aller course, il faut en profiter à fond et c'est pour ça que je suis animé par autant de projets parce que je me dis j'ai envie de faire le max de choses dans ma vie et voilà et aussi d'aider les autres et de servir à quelque chose tout simplement, quoi. Belle mission. On essaye. On rentre dans la dernière partie du podcast avant de conclure. Le podcast, il s'appelle Parcours de vie, le Sud-Ouest dans le cœur. Ok. Donc, là on est en plein dedans, le ouais. Sud-Ouest. Alors toi, est-ce que tu penses que le Sud-Ouest, il y a un vrai état d'esprit, il y a une dynamique, il y a quelque chose de spécial qui porte les gens qui sont originaires d'ici ou qui viennent s'y installer ? Oui, déjà c'est un magnifique pays, le Sud-Ouest, le Pays Basque, les Landes, les Pyrénées.
L'océan, les montagnes, enfin, il y a tellement d'activités à faire ici, et puis il y a tellement d'associations, il y a tellement d'histoires, la gastronomie, il y a tellement de choses. On est plein de richesses en fait dans le sud-ouest, qui reste un petit secteur, mais il y a tellement de richesses là-dedans que ouais, non, je pense qu'on est porté par quelque chose, et puis voilà, et qu'on est hyper chauvin aussi de notre pays. Donc non, en tout cas c'est un réel plaisir de vivre ici, et puis voilà, pour rien au monde je partirai, quoi. On a bien compris ça, je crois. Même si tu exportes au-delà dans le sud-est, en Norvège, partout où tu vas, quand tu fais les mondiaux, il faut partir de temps en temps pour mieux revenir, en fait. Voilà, il faut se décrocher de sa terre d'attache pour qu'elle nous manque, et en fait on est content d'y revenir tout le temps, quoi. Mais voilà, on est chauvin, mais je pense que l'essentiel c'est quand même de s'ouvrir à l'extérieur, d'être intéressé de tout, et puis voilà, quoi. En tous les cas, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi, Maxime. Merci. Si les gens veulent te suivre, te soutenir, ou venir participer ou échanger avec toi sur une des compétitions de pelote ou de surf, le mieux c'est qu'ils te suivent sur ton compte Instagram. Alors Instagram, LinkedIn, ouais, aussi. Donc Maxime Cabane. Maxime Cabane sur LinkedIn. Ouais. Voilà, j'essaye de rendre le compte un peu plus sérieux, et puis un peu officiel. Je viens de monter le compte de l'association aussi sur LinkedIn, Oreca. Voilà. Ouais, pour que ça soit un peu plus officiel, également, et plus sérieux, pour pouvoir trouver d'autres partenaires, et puis voilà, quoi. Non, mais le but c'est de faire des initiations, des sensibilisations, et de pouvoir aussi soutenir d'autres athlètes, et voilà, comme je l'ai dit en début de podcast, c'est un échange de bons procédés pour le bien commun, quoi. Tout à fait. Et sur Instagram, pour te retrouver, c'est... Alors sur Instagram, c'est la barre du 8 underscore Maixi, Maixi, et 2 fois underscore. Ouais. Voilà. Donc que les gens n'hésitent pas à interagir, à te poser des questions et à en savoir plus. On va rester très attentifs aussi à la sortie et à la diffusion du film sur votre incroyable aventure. Ouais, bon, on fera une belle campagne de promo, je pense, parce que on est impatient de la sortie du film, c'est sûr. Nous aussi, on a hâte de le découvrir. Donc merci encore, Maxime. Merci à toi. Et à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. Je suis certaine que cet épisode vous a donné le sourire et l'envie de faire du sport. Pour avoir plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur le compte Instagram. Et pour faire grandir la communauté, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau parcours de vie.